Hello, j'espère que vous allez bien. Dis donc, le chat est dans la gorge. Je disais donc, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu du coup de vous tourner cette vidéo, mais j'avais un peu le strack parce que je vous cache pas qu'en fait, j'avais 12 livres à vous présenter. Et je pense que du coup, la solution pour moi, ça serait de la couper en deux, la vidéo, si je puis dire. Donc du coup vous aurez 2000 en lecture et vous aurez du coup 6 livres à chaque fois, et je pense qu'en plus je vais devoir en tourner un troisième parce que je commence à avoir aussi 6 livres à parler, donc ça commence à être un peu compliqué si je laisse trop traîner. C'est mes lectures d'avril et de mai. Pendant avril et mai j'ai fait le Tarot Book Challenge. Voilà, c'était le challenge qui m'a occupé pendant les 2 mois. J'ai validé les 12 catégories qui étaient proposées par Livromancienne, je crois, de son pseudo c'est. C'est un challenge que j'ai bien apprécié faire parce que du coup, j'ai pu valider les 12 catégories. Donc j'ai lu assez de livres pour les faire. Je l'ai fait différemment. C'est pas genre j'ai pris la catégorie et j'ai choisi un livre, c'est j'ai lu un livre et j'ai choisi une catégorie dans laquelle il pouvait rentrer une fois que je l'avais terminé. Ça m'a permis du coup de sortir un peu de la pression du challenge, à me dire il faut que je trouve à tout prix un livre qui rentre dans cette catégorie, alors qu'en fait je lis le livre parce qu'il me faisait envie, et derrière ça valide une catégorie et je suis très content. Et je pense que du coup mes challenges à chaque fois je vais les faire comme ça parce que ça me permet vraiment de de garder le plaisir de la lecture tout en ayant un peu une dynamique. Alors c'est sûr, on a envie de lire du coup vite parce que du coup on a envie de valider les catégories, mais voilà, pas de pression. Du coup, je vais les faire dans l'ordre des catégories que j'ai validées. J'ai validé en tout début du mois d'avril. C'est tout d'avril. Tac. Le 9 de coupe, donc qui était celui-là, qui avait pour item célébration, événement, tournoi. Et comme vous avez dû le voir, j'ai lu Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling aux éditions Gallimard, je crois. Oui, ça c'est Gallimard. Moi j'ai les éditions Serpentard pour les 20 ans d'anniversaire. Je pense que je ne vais pas réellement vous présenter Harry Potter. Je pense que c'est un livre assez connu. Là, clairement pour le tournoi, ça validait clairement le 9 de coupe, vu que là on est dans le tournoi des 3 sorciers, qui cette année-là va s'appeler le tournoi des cartes sorciers, parce que Harry va se trouver mêlé à ce tournoi sans le souhaiter. On est sur la transition. Clairement, ce tome, c'est un tome de transition. On passe clairement de tout ce qui était beau au niveau magie à vraiment le côté adulte. Même si on a, comme beaucoup dans les 3 premiers tomes, on a quand même un peu de sombre qui apparaît. Mais il y a toujours eu ce côté un peu enfantin, un peu magique, bon côté de la magie. Et là, on va vraiment basculer dans le mal, dans la magie la plus sombre. Ils vont accueillir le nouveau professeur, le professeur Maugrey-Folleuil, qui va leur apprendre les 3 sorts interdits. Donc on est vraiment dans cette idée du sombre qui apparaît, et je trouve que ça donne un tournant à la saga à ce moment-là. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié ce titre. Il faut savoir que c'est un des films où je suis le moins chaud quand je les revois. Le tome 4, Harry Potter et la coupe de feu, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une bonne cohérence dans la suite des scénarios. Là, je trouve que dans le bouquin, ça se fait beaucoup mieux. J'aime toujours relever les différences entre les livres et le film, étant donné que j'ai quand même vu pas mal de fois les films, je les connais assez bien. Donc dès que je pouvais, je relevais les différences, et j'avoue que j'ai apprécié ce titre. Sachant que quand j'étais gamin, je vous avais déjà dit que j'avais lu le 1, 3, 6 moi. J'avais pas lu le 2 parce que le 2 j'aimais pas trop l'histoire de la chambre des secrets, et j'avais vu le film aussi je crois, donc du coup ça m'avait pas trop hypé. Je n'avais jamais lu le 4 parce qu'il était mastoc. Le 4 et 5 je les ai jamais lus parce qu'ils étaient mastoc. 1, 3, 6, 7 j'ai lu, donc du coup voilà. Là il fait 700 pages et voilà, j'ai bien aimé ma lecture, j'ai passé un agréable moment, et Harry Potter, on va pas se le cacher, ça se lit très bien. Bien entendu, je ne tolère pas ce que dit J.K. Rowling, mais il va pas mentir, Harry Potter ça se lit très bien, elle mène très bien son histoire. Et en plus, c'est ma génération, donc il y a quand même un affect envers Harry Potter qui est plutôt pas mal.
Deuxième lecture, alors j'avais oublié de vous dire, Harry Potter et la Coupe de Feu, je l'ai lu en lecture commune avec Laurent, je l'ai rejoint, il le lit avec Petit Binôme depuis le début d'année, et moi j'avais dit quand tu arriveras au 4, je le lirai avec toi parce que j'avais déjà lu le 1, 2, 3 l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais déjà lu le 1, 2, 3 et je voulais pas relire 1, 2, 3. Donc du coup j'avais dit quand vous arriverez au tome 4, je le lirai avec vous, je l'ai fait en audio, moi. Je sais plus si je l'avais dit. Ensuite, j'ai lu pour valider l'item La mort, donc c'est Deuil, mort, finir une saga. J'ai tapé sur l'item finir une saga, c'est une lecture commune que j'ai fait avec Caro. Je crois que vous en avez, il y en a pas mal que je vous en ai déjà parlé dans les book hebdo, mais là au moins ça vraiment faire un bilan du Tarot Book Challenge. C'est Un piège de papier de Eva Garcia Sáenz et Urturi, c'est le dernier tome avec l'inspecteur Kraken qu'on a suivi dans Le silence de la vie blanche et je me suis lancé dans un truc, j'ai un gros trou de mémoire. Les rites du feu, c'est ça? Les rites de l'eau. J'étais pas loin, j'avais les rites. Dans celui-ci, on va resuivre Kraken qui va aller à une dédicace d'un auteur d'un livre qui s'appelle Un piège de papier, qui a un livre historique sur la ville de là où ça se passe, je sais plus. Non, c'est Les Seigneurs du Temps, le titre du livre. Et c'est un livre qui est basé sur la ville de Victoria, je crois. Et quand il va à cette dédicace, l'auteur est mystérieux, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, il se rend à cette dédicace et on va retrouver un cadavre qui correspond au premier cadavre qu'on rencontre dans le livre. Donc Kraken va tenter de résoudre cette affaire et en parallèle, on va avoir le coup du livre dans le livre parce qu'on va suivre ce qui s'est passé à cette époque en 1500, j'imagine. 1000 et des brouillettes, 1500, je crois, c'est le 16e siècle. C'est très brouillon, mais c'est des souvenirs comme ça qui me reviennent. 1192, rien à voir. Dit tout 12e siècle, 1192, voilà. Donc on va être le livre dans le livre. J'ai trouvé que celui-là n'est pas le meilleur de la saga. Je trouve qu'il y a beaucoup de rythme qui se perd, souvent avec le jeu du passé-présent qu'elle a très bien géré dans les rites de l'eau. Je trouve que là, c'est... En fait, j'ai pas trouvé l'idée de pourquoi on avait le livre dans le livre pendant toute ma lecture. J'ai trouvé ça que ça alourdait le texte, ça n'apportait pas grand-chose. Il n'y avait pas réellement de lien à part les meurtres qui étaient dans ça et le fait que l'auteur était peut-être le tueur. Mais du coup, il n'y avait pas vraiment de lien et du coup, c'était un peu chiant. Parce que du coup, on s'attendait à ce qu'il tombe sur des révélations et tout, mais en fait, on n'avait pas. Et j'ai pas trouvé l'histoire très intéressante du passé aussi. En fait, quand on va dans les remerciements, l'autrice explique qu'en fait, elle va écrire une saga sur cette époque et que c'est pour ça qu'elle voulait l'introduire avec sa saga Kraken. Perso, ouais, moi je sais pas si je vais continuer. C'était très. Enfin, je sais pas si je vais découvrir cette nouvelle saga. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Quand même, dessus, ce personnage Kraken, on apprend plus sur la ville Victoria dans le Pays Basque. On n'a pas tout ce côté un peu mythe. On l'a un peu, mais on sait pas aussi présent. Il n'y a pas le côté fantastique qu'on a dans les Dolores Redondo par exemple. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Voilà. Enfin, on a un peu de fantastique, mais c'est vraiment minime comparé à Dolores Redondo. Je trouve que l'impact du fantastique est beaucoup moins grand. Ici, voilà. J'ai quand même apprécié cette trilogie. Je la recommande. C'est une très bonne trilogie de thriller. Voilà. Moi, j'ai passé un agréable moment et j'avais lu le tome 2 avec Caro et j'ai lu ce tome 3 avec elle. Et on était assez d'accord dans notre avis de lecture. En plus, je l'avais lu, on s'était vu juste avant que je le termine, parce qu'on s'était vu au Quai du Polar. Donc c'était pendant la semaine du Quai du Polar. Et après, on se quittait plus avec Caro parce qu'on a enchaîné une autre lecture commune. Alors celle-là, ça a été très compliqué. C'est la tour que j'ai validée avec cet item. Donc destruction, violence, colère, combat. J'ai du coup lu la chute d'Hyperion de Dan Simmons aux éditions Pocket. C'est le deuxième volet du cycle d'Hyperion. Alors, dans Hyperion, on suivait 7 pèlerins qui devaient se rendre sur Hyperion pour empêcher le Gritch de se réveiller. Et
empêcher les tombeaux du temps de s'aligner, donc du coup de Gritch de se réveiller, de déferler sa colère sur tout le système de l'hégémonie, voilà c'est ça l'hégémonie. Et en gros, ces pèlerins, ils y vont, et il faut savoir que dans la légende, on dit que dans ces 7 pèlerins, 6 mourront, et le 7e aura tous ses vœux réalisés. Dans le premier tome, on a vraiment eu la présentation de tous les pèlerins, toute l'histoire et tout, voilà, comment s'attacher à eux. On l'a lu il y a 2 ans avec Caro, et là on s'était dit, allez, on lit la chute d'Hyperion, on va avancer, on va découvrir la fin de cette chose. Et alors, là on va suivre encore ces pèlerins, mais on va aussi suivre un peu ce qui se passe dans l'hégémonie, parce que l'hégémonie c'est la mouise, ils se font attaquer, ils se font envahir par les troupes ennemies. Et l'hégémonie essaie de se défendre tout en espérant que les pèlerins vont réussir à empêcher le Gritch de se réveiller. On va apprendre beaucoup de choses, on a beaucoup de phrases philosophiques de Dan Simmons, de métaphores, d'allégories, etc. Et par moments, on avait trop. C'était trop labyrinthique. Je me souviens que des fois, on suivait les pèlerins et j'étais en mode... Ah bah ça va, ils sont bientôt arrivés au bout de leur pèlerinage, et en fin de compte, non, il arrive à relancer le truc, enfin, à faire que ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, et au bout d'un moment, j'étais en mode, mais où il veut aller, quoi, enfin, avec ses pèlerins, avec son hégémonie, j'ai l'impression que tout tourne en rond. À un moment, il nous présente vraiment toutes les planètes de l'hégémonie, j'ai dit, mais mon Dieu, on va jamais s'en sortir. Voilà, j'ai une pensée ouais, d'une longueur. Alors, c'était intéressant à lire. Dan Simmons, il a une très bonne plume. Enfin, il avait une très bonne plume. Je pense qu'il a canné depuis, le monsieur. Ça se trouve, il n'a pas du tout canné. Hein. Mais il est peut-être toujours vivant. 1948, non, il n'a peut-être pas canné. Mais voilà, il a une très bonne plume, il a une plume très poétique. Je trouve qu'il arrive très bien à adapter son style selon les pèlerins, parce qu'il faut savoir qu'on suit un poète, on suit un flic, on suit un soldat. Donc on a vraiment des plumes un peu... enfin, des personnages différents, et je trouve que sa plume s'adapte bien à chaque personnage, il nous fait voir chaque vision et tout. Mais c'est vrai que j'ai ce sentiment un peu de longueur, de je te tire l'intrigue, et je te la tire, et je te la tire, et je te la tire. Et j'étais un peu du moment un peu en mode, allez, faut que ça bouge, faut que ça bouge. Et en fait, ça rendait, je trouve, parce qu'en gros, le Gritch est la menace ultime normalement. Et je trouve que ça a rendu le Gritch un peu... bah, ça faisait un peu Team Rocket, quoi. Il arrivait, il faisait un truc, il repartait, il arrivait, il refaisait un truc, il partait, quoi. Je suis désolé de la comparaison, mais c'est vraiment ouais, ça, quoi. C'était un peu... ils reviennent, ils partent, ils reviennent, ils repartent. C'était long, c'était... ouais, c'était... Des fois, c'était un peu chiant. Des fois, c'était même... j'étais perdu parfois, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Où est-ce qu'il veut m'amener? Je ne comprends plus rien. Mais je suis arrivé au bout de ce tome 2, j'ai quand même envie de découvrir du coup le tome 3 parce que bah, il y a une suite après, il y a le cycle d'Endymion qui font un cycle complet si on réunit les 4. J'ai les 2 autres tomes dans ma palle, je pense que je vais lire du coup le tome 3 avec Caro cet été, mais c'est vrai que ouais, c'était long. C'était long. C'est le sentiment que j'ai après 2 mois à l'avoir lu, le sentiment qui me reste c'est que c'était long, que c'était ouais, il fallait s'accrocher quoi. En audio, ensuite, pour valider le 3 de bâton avec Found Family, Amitié Forte qui est en groupe, j'ai relu même le tome 2 des Maîtres en Lumière, le retour du Hiérophant de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. J'avais relu le tome 1 grâce au prix des lecteurs du livre de poche 2024 avec du coup qui était les Maîtres en Lumineur, tout simplement, il n'avait pas d'autre titre je crois. Et dans ce titre on suit Cynthia qui est une voleuse qui va un jour voler un objet qui va la mener dans diverses aventures. On suit le tome 2 qui se passe quelques temps après le tome 1. On a les événements du tome 2 qui sont toujours présents. Du précédent tome, le tome 2 arrive. On est embarqué tout de suite dans l'univers, on connaît nos personnages, etc. Et il va y avoir des choses qui vont se produire, qui vont mener au retour d'un personnage, d'un antagoniste qu'on ne voulait pas revoir et qu'il réapparaît. Et en fin de compte,
ceux qu'on prenait pour des gentils ne sont pas forcément des gentils, ceux qu'on pensait neutres ont peut-être un peu trop les doigts dans le circuit. Voilà, un peu pour résumer grossièrement, j'ai beaucoup aimé ma relecture de ce tome 2, j'en avais vraiment besoin parce que j'avais beaucoup de choses que j'avais oubliées, beaucoup d'événements qui m'avaient marqué. Je me souvenais de certains moments, surtout de la fin, je me souvenais de certains moments de la fin. Et en fait, en relisant, du coup, je me suis dit, mais en fait, la fin, elle était facilement envisageable quand on relit maintenant les tomes à la suite. Voilà, je vous dis, je l'ai vraiment relu parce que j'avais envie de découvrir le tome 3, ce que j'ai fait, je vous en parlerai plus tard. Mais c'est vrai que ce tome 2 était vraiment... je ne trouve qu'il souffre pas, alors c'est quand même assez intéressant à dire, je trouve qu'il souffre pas de la plupart de la place des tomes 2 en fantasy. C'est vrai que souvent les tomes 2, c'est un peu des tomes de transition dans des trilogies. On connaît déjà les personnages, on creuse l'univers, on va essayer de creuser les relations, on comprend pas trop ce qu'ils font là. Là, c'est vrai que ce tome 2, il a vraiment sa place parce qu'il y a des événements très importants qui se produisent. On connaît déjà nos personnages, ils ont un peu évolué, il y a eu des liens qui ont été creusés, ils sont encore marqués par les événements du tome 1. Mais ouais, c'est pas, la plume rend ça addictif, c'est fluide, l'univers se creuse, se complexifie, voilà, beaucoup de positifs dans ce tome 2. Voilà, je garde en mémoire un très bon tome 2. Robert Jackson Bennett manipule bien son histoire, il manipule bien ses personnages, il nous fait un très bon bouquin, il a une plume très fluide et ça rend le truc addictif. Et voilà, et puis on avait envie de savoir la résolution de tout ça. Ce qui est plus important pour moi quand je lis un livre, c'est que j'ai envie d'aller au bout et de ne pas voir les pages tourner. Et vraiment, sur celui-là, il l'avait très bien fait. Surtout en audio, je trouve que ça passait super bien en audio à ce niveau-là. Ensuite, une autre lecture que j'ai fait en lecture commune avec Lully et Laurent. Donc là, c'est pour la Lune avec Désir, Sentiment Inavouable, Secret et Protection. J'ai lu La Duperie de Guenièvre, L'Ascension de Kaamelott, tome 1, de Kierston White aux éditions de Saxus. C'était une relecture pour moi, je l'avais lu il y a 3 ans avec Caro. J'avais comme envie de découvrir le tome 2 et le tome 3 et je sais que Lully n'avait jamais lu le tome 1, donc je lui avais proposé que, vu qu'on fait souvent un de Saxus par mois, je lui ai proposé qu'on essaye de se caler en lecture commune. Et Laurent nous a rejoints parce que lui aussi il l'avait dans sa palle. Donc, ce titre souffre énormément de ses problèmes d'édition. Je ne sais pas si dans les nouvelles impressions ils ont corrigé les coquilles qui se baladaient à droite à gauche, mais il souffre énormément de sa traduction, de son édition. Ça n'empêche pas la qualité du texte. On va suivre Guenièvre, qui n'est pas Guenièvre, mais ça je vous laisserai découvrir pourquoi, qui va être envoyé à Kaamelott pour protéger Arthur. Il faut savoir que Arthur a banni toute la magie de Kaamelott. La seule chose magique qu'il reste à Kaamelott, c'est son épée Excalibur. Sinon, il a banni vraiment toute la magie de Kaamelott suite à une guerre qui a ravagé un peu Kaamelott. Et donc, du coup, Merlin a été banni. Et on va suivre Guenièvre qui est envoyé par Merlin pour protéger Arthur d'une menace qui plane sur Kaamelott. Et que vu que il n'y a plus la magie, il faudrait quand même un peu protéger ce royaume et Arthur. Et Merlin a très confiance en Guenièvre pour le faire. Ce titre se lit très bien. Franchement, c'est très fluide. Il faut savoir que je n'ai aucune connaissance du mythe arthurien, à part quelques épisodes de Kaamelott de Alexandre Astier. Voilà, c'est vraiment les seuls trucs que je connais de Kaamelott, donc autant vous dire pas grand chose. C'est tout à fait abordable. Elle réécrit le mythe arthurien comme une pro. On est vraiment plongé dans cet univers de magie, de mythe de la table ronde. On va rencontrer les personnages. Elle réécrit certains personnages, mais elle essaye de les garder authentiques. Donc moi, j'avais déjà lu ce tome 1, donc je savais qu'il y a certains événements qui allaient se produire, mais je me souviens que dans ma première lecture, j'avais été surpris de certaines choses. Je pense que ceux qui connaissent le mythe arthurien ne sont pas surpris de découvrir les cliffhangers qu'il y a et les chutes et tout. Moi j'étais vraiment happé
Et je trouve que malgré l'édition foireuse, elle arrive à rendre son histoire très addictive. Et ce qui est très bizarre, donc je pense que ça va être une redite de ma vidéo d'il y a 3 ans quand j'en parlais, c'est qu'en fait ce bouquin, quand on le résume, dans les 3 quarts du bouquin, il se passe rien. On suit Guenièvre qui vit à Camelot et qui découvre la cour de Camelot. Il ne se passe rien, mais Kirsten White a cette magie de nous embarquer dans son histoire. Alors, il y a évidemment l'expression ta gueule, c'est magique, parce que sur certaines choses, on a des trucs qui sont clairement pas expliqués. Après, c'est un roman de fantasy qui est assez court, hein, il fait à peine 400 pages, hein, donc il est quand même assez court. C'est un tome 1, donc j'espère que dans le tome 2, on va avoir un peu plus d'explications, on va creuser un peu plus l'univers. Et j'avais hâte de retrouver un peu ces personnages et de découvrir la suite de la saga. Et ça va être chose 7 normalement, parce que cette semaine, je débute le tome 2 avec mes comparses. Dernier titre de ce bilan lecture que j'ai lu aussi en avril, que j'ai clôturé le mois d'avril avec. C'est pour le 3 d'épée, Amour impossible, séparation forcée, Enemies to Lovers. C'est La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. J'avais lu le tome 2 en début d'année, j'avais ramé Sadaron parce que il se passait pas grand chose dans ce tome 2, beaucoup de fesses, mais pas d'autres choses. Et on m'avait dit, tu verras, Jennifer L. Armentrout, elle aime beaucoup tout ce qui est mettre des scènes de fesses dans ses bouquins, mais elle a aussi des idées dans son univers, et vraiment, le tome 3 vaut le coup. Donc je suis arrivé sur ce tome 3 un peu angoissé, parce que je me suis dit, mince, le tome 2, ça a été un peu un calvaire, on va pas se le cacher, je vais laisser sa chance au tome 3, et si le tome 3 ça passe pas, bah on arrête les frais quoi. Et j'avoue que ce tome 3, c'est très très bien lu. Il y a de la fesse, on va pas se le cacher, il y a de la fesse, beaucoup moins que dans le tome 2 je trouve. Il y a beaucoup plus d'action, on creuse encore plus l'univers, on découvre encore plus de choses, il y a encore plus de mystères, il y a encore plus de... Ouais, il y a des trucs où en mode... J'étais en mode, hein, elle va faire ça, vraiment? Et elle le fait, mais mon Dieu, je m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Le bémol que j'ai avec cette saga, c'est que pour le moment, il y a 7 tomes de prévus. Plus les préquels. Là, avec ce tome 3, il faut que je lire le tome, le préquel. Je vous ai pas résumé... la série. En gros, dans le tome 1, on va découvrir Poppy qui est la pucelle du royaume. En gros, il faut qu'elle reste vierge, qu'il faut qu'elle reste pure pour être élevée au niveau des dieux. Et dans le royaume, voilà, elle est voilée, elle est cachée, on ne doit pas la montrer, etc., etc. Et en fait, elle vit dans un château. Elle a un peu des pouvoirs un peu magiques. Elle est capable de ressentir les émotions et de transmettre des émotions. Et le jour, elle est la pucelle, et la nuit, elle est avec son garde du corps. Elle va aider les citoyens à la mort, parce que dans ce royaume, il y a des sortes de morts-vivants qui, quand ils te mordent, tu te transformes en mort-vivant aussi. Donc du coup, ils sont obligés de tuer les gens avant que les gens se transforment en mort-vivant. Et par un soir de tranquille, ils se font envahir par les morts-vivants dans son royaume. Donc du coup, il y a une baston et un de ses gardes du corps va périr. Et donc, il va y avoir un nouveau garde. Comment il s'appelle? Parce que le problème, c'est Hawk qui va du coup rejoindre son armée. Et vous vous doutez bien que Ipala Poum Boum, ça fait des feux d'artifice. Donc voilà. Le tome 1, j'avais bien aimé. Le tome 2, beaucoup moins. Le tome 3 récupère clairement la chose. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements. C'est vraiment intéressant. On s'attache de plus en plus aux personnages aussi, de leurs relations, que ce soit amicale ou amoureuse. Par contre, je pense que Jennifer L. Armentrout, elle lance tous ses fantasmes dans ses livres. Ces personnages vivent tous les fantasmes qu'elle a.
Elle exhibe ses fantasmes dans ses bouquins. J'avoue qu'il y a certains passages, j'ai un peu zappé, quoi, parce qu'au bout d'un moment, hein, voilà, c'était un peu gênant parfois, un peu wow, madame, ok, mais voilà, j'ai vraiment apprécié le côté fantasy de cette histoire, et du coup, c'était très cool. Là, il faut que je lise le préquel, je l'ai prévu pour juillet, pour ensuite lire le tome 4 qui est sorti, donc qui s'appellera La Guerre des deux reines, et j'avoue que j'ai bien hâte de découvrir la suite, étant donné ce tome 3. Voilà, ceci va donc clôturer mon bilan lecture avec ces 6 titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé aussi, ça peut se dire maintenant que je les ai lus. On peut en discuter sur Instagram, donc n'hésitez pas aussi à me suivre là-bas. Comme ça, on peut discuter ensemble et échanger. J'adore avoir vos retours sur les lectures que j'ai faites. Et si vous les avez lus, comme ça permet vraiment de discuter. Parce que même si je fais des lectures communes, je fais des lectures communes souvent avec les mêmes personnes. Donc du coup, on a souvent les mêmes goûts parce qu'en fait, on se retrouve, quoi. Même si des fois, on n'est pas d'accord, ça crée de la discussion. Mais c'est toujours bien d'avoir de la discussion avec d'autres personnes. N'hésitez pas aussi, si vous voulez faire des lectures communes avec moi, à me contacter. Ma palle est disponible sur Libradic. C'est plus une palle, hein, c'est clairement une maison. Une maison de livres est disponible. L'autre fois, j'ai eu des amis qui sont venus chez moi, ils m'ont dit putain, mais tu pourrais ouvrir une bibliothèque. Oui, mais non, parce que mes livres, j'en ai prêté quelques-uns et ils ne sont jamais revenus. Donc, du coup, chat échaudé, craint l'eau chaude. Bref, donc n'hésitez pas, si vous avez vu des titres dans ma palle Livre Addict qui vous intéresserait de lire en lecture commune, on peut s'organiser ça. De toute façon, je vous ai fait une vidéo où je présente les one-shots et les sagas que je veux lire cet été. Donc, n'hésitez pas à me retrouver à ce moment-là. Je vous dis du coup à la semaine prochaine. Bonne lecture à vous. Bye.